Les habitants du lotissement d'Akwedo Sud-Est risquent de voir leur construction être démolie les jours à venir par le ministère de la Construction. Ils ont construit sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. La direction de la drogue et des stupéfiants de la police nationale a poursuivi sa lutte contre la vente des médicaments de la rue. Une opération menée au marché de la commune d'Abobo lui a permis de saisir plusieurs médicaments périmés et de la cocaïne. En Afrique du Sud, les mineurs marquent de nouveau un arrêt de travail. Ils revendiquent de meilleures conditions de travail et une revalorisation salariale. Et puis, sachez que le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara est parti en France ce jeudi où il va assister à l'ouverture des 7e Jeux de la francophonie à Nice. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI1. Nous émettons à partir d'Abidjan. Les habitants du lotissement d'Akwedo Sud-Est risquent de voir leur construction être démolie les jours à venir par le ministère de la Construction. Ils ont construit leur logement sur des terrains qui ne leur appartiennent pas du tout. Landry Pono Kouakou s'est rendu dans ce quartier pour en savoir un peu plus. Cette maison qui est là-bas, qui coûte 550 millions, on ne peut pas détruire ça. Comme le propriétaire de cet immeuble, ils sont environ 950 acquéreurs de terrain à Akwedo Palmeraie Sud-Est sur la route d'Abata en allant à Bingéville, à passer des nuits blanches en ce moment. Tous les édifices ou presque de ce quartier ont été bâtis dans l'illégalité, juste avec une attestation villageoise. Aujourd'hui, le ministère de la Construction est venu dans le lotissement mettre des signes de maisons à démolir pour deux raisons. Première raison, nous n'avons pas de titre de propriété. Nous n'avons pas de permis de construire. Pourtant, la loi ivoirienne est claire. Pour construire, à la limite, il faut avoir un titre de propriété et puis faire la procédure pour avoir ce qu'on appelle le permis de construire. C'est un document administratif qui vous permet de pouvoir construire. S'ils sont dans l'impossibilité de nous produire les documents, l'administration va prendre ses responsabilités, c'est-à-dire procéder à la démolition des constructions édifiées. Des maisons, des magasins, construits pour certains avec toutes les économies et bien souvent même des prêts bancaires. Tout doit être démoli. À l'origine de cette situation, un conflit foncier entre le village d'Akwedo, propriétaire légal, et celui d'Abata. Nous avions été sollicités en 1998 par le village d'Akwedo, mené d'un arrêté d'approbation couvrant une superficie de 40 hectares pour un morcellement. Et nous avons fait les vérifications. Il se trouve que l'État de Côte d'Ivoire a concédé cette parcelle-là à Akwedo. Par la suite, nous nous sommes vus opposés au village d'Abata qui a revendiqué cette parcelle. À chaque fois que nos acquéreurs se retrouvaient sur le terrain, ils étaient pourchassés. Nous, nos acquéreurs attendent de rentrer dans leurs droits. Dès l'instant où la plupart de nos acquéreurs ont des lettres d'attribution, certains parmi eux ont des titres de propriété, des ACP, ils veulent rentrer en possession de leur terrain. Nos démarches pour entrer en contact et écouter la version des villageois d'Abata sont restées vaines. Ce que l'on retient, c'est que des centaines de familles sont en passe de se retrouver à la rue pour n'avoir pas été vigilantes. Parlons du report de la publication de la liste des étudiants bénéficiaires des chambres dans les cités universitaires. Elle était prévue pour le 2 septembre. Finalement, elle aura lieu en octobre prochain. C'est le directeur du Centre des œuvres universitaires qui l'a annoncé. Plus de détails avec Francis Boifo. Le Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan, le CROU, avait donné rendez-vous aux étudiants le 2 septembre dernier pour la publication de la liste des bénéficiaires des chambres en cité à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Malheureusement, j'ai constaté que c'est la liste des étudiants ayant obtenu la bourse qui a été affichée, non ceux qui devraient occuper les chambres universitaires. Il faut attendre en octobre prochain pour voir cette liste sortir des bureaux du CROU. La rentrée académique était prévue pour le 30 septembre. Et en fonction, n'est-ce pas, de cette rentrée, nous avons programmé, n'est-ce pas, l'admission des étudiants en résidence universitaire. La réouverture des restaurants avait été programmée également en fonction de cette date du 30 septembre. Et ce n'est que le vendredi 30 août dernier que nous avons reçu une information selon laquelle la rentrée académique a été reportée au 15 octobre. Pour nous, à partir de ce moment, les opérations d'hébergement n'urgent plus. La liste sera publiée certainement dans la première semaine du mois d'octobre.
Nous demandons aux étudiants de rester à l'écoute. 3839 étudiants seront bénéficiaires des chambres en cité sur les 10 281 demandes. Avec la réhabilitation de la cité Mermoz, de la cité Château d'Eau, plus connue sous le nom de Cité Rouge, et de la cité Riviera 2, notre parc d'hébergement va s'accroître de 2000 lits supplémentaires, ce qui va nous donner environ 6000 lits. Cette année, la chambre à double lit s'élève à 6 000 francs CFA contre 3 000 francs les années précédentes et 10 000 francs CFA pour la chambre individuelle contre 3 500 francs CFA par le passé. Et le loyer est payé en une seule traite. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara est parti en France ce jeudi où il va assister à l'ouverture des 7e Jeux de la francophonie à Nice qui vont se dérouler du 6 au 15 septembre. 300 compétiteurs de 75 pays seront à ces Jeux. En marge de ces Jeux, le président de la République Alassane Ouattara aura un entretien avec son homologue français François Hollande. Le président regagnera Abidjan le 8 septembre prochain. Rappelons par ailleurs que les prochains Jeux de la francophonie se tiendront en 2017 ici en Côte d'Ivoire. Autre information, un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du président de la République. Plusieurs sujets ont été évoqués, entre autres le sujet relatif aux déchets et toxiques. Et puis, pour les 4 mois à venir, le gouvernement entend travailler pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Jérôme Kofi à Bola. Une reprise de service, c'est bien le cas de le dire à ce Conseil des ministres ce mercredi 4 septembre 2013. Cela après un congé de quelques semaines bien mérité pour les membres du gouvernement ainsi que le président de la République, Alassane Ouattara. L'ambiance aux retrouvailles, mais rendez-vous aussi au travail. Une des préoccupations à cette session de rentrée, pour reprendre les mots du porte-parole du gouvernement, a été la question des déchets toxiques déversés en Côte d'Ivoire il y a quelques années. Le gouvernement, selon son porte-parole, a décidé de relancer le dossier à travers un audit. Cela va permettre de vérifier l'évolution du niveau de pollution entre ce qu'il a été au début et ce qu'il est aujourd'hui. Cela va permettre également d'apprécier les actions de dépollution qui ont été mises en œuvre et cela va permettre d'évaluer l'impact résiduel au plan de la santé des populations. Juste pour dire que ce dossier n'est pas clos au niveau du gouvernement. Il s'agit d'aller plus loin et de s'assurer que les populations, en particulier celles qui vivent autour des sites à l'époque contaminés, que ces populations ne courent plus de risques. À l'entame du Conseil, le Premier ministre, pour rendre effective cette rentrée, a indiqué que beaucoup restait à faire en dépit des résultats satisfaisants. Il s'agit pour nous de maintenir le cap de la rigueur et des efforts à faire pour atteindre notre objectif de croissance qui est de 9% en 2013 et de 10% en moyenne sur la période 2014-2015. Dans cette tâche, tous les membres du gouvernement ont pleinement conscience de leurs responsabilités et de leur obligation de résultat. C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort à la fois pour innover dans la recherche de solutions et pour tenir le rythme qu'impose l'urgence et la complexité des problèmes à régler dans les différents domaines de la vie de notre nation. Pour le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, il s'agit surtout d'amplifier les acquis en vue de la consolidation de l'état de droit, la réconciliation ainsi que la paix. Toutes choses devant permettre, selon lui, de satisfaire le quotidien des populations. Dans l'actualité ivoirienne, la direction de la drogue et des stupéfiants de la police nationale poursuit sa lutte contre la vente des médicaments de la rue. Elle a mené une opération au marché de la commune d'Abobo qui lui a permis de saisir plusieurs médicaments périmés et de la cocaïne. Mamadou Kwasi. 20 kg de cannabis et 12 tonnes de médicaments de la rue. C'est le fruit de l'intervention de la police des stupéfiants et des drogues à la gare d'Abobo ce mercredi 4 septembre. À travers ces opérations menées sur le terrain par les hommes du commissaire Binaté, la police nationale veut mettre fin à une activité illicite afin de protéger la population. Il y a un autre fait nouveau que nous avons découvert à Abobo. Il y a des autocollants que vous voyez là. Ces autocollants ont été antidatés et que donc ces femmes-là, si elles constatent que le médicament est périmé, la date d'opération est passée, elles enlèvent l'autocollant original
et puis elle colle ce qui est là, que vous voyez, que je vous présente, pour dire que le médicament est toujours valable. Je profite donc de votre micro pour inviter ces commerçants, sinon ces pharmaciens de circonstances, à venir déposer les médicaments là dans nos locaux en vue de leur incinération, parce que ces dames-là n'auront plus la possibilité de vendre ces médicaments-là, parce que nous serons constamment sur leur dos, comme on le dit. Selon le chef des opérations, la descente d'Abobo a permis de faire une découverte à côté des activités des commerçantes. Ces femmes-là qui vendent les médicaments de rue donnent l'impression qu'elles ne vendent que du médicament de rue, des comprimés, mais en dessous de leur bagage là, il y a aussi du cannabis. Ces comprimés-là ont les mêmes effets que les drogues et qui sont frappés par la même loi 88-686 du 22 juillet 1988. Donc nous sommes obligés de les retirer du gros lot. L'opération a démarré la semaine dernière au marché Roxy dans la commune d'Adjamé. Prochaine étape, d'autres localités du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. La décision du gouvernement de traquer les véhicules banalisés de transport en commun et les mettre hors de circulation a effectivement débuté hier. Les policiers ont saisi et mis en fourrière plusieurs véhicules n'ayant pas les documents afférents au transport en commun. Cette opération sera permanente, nous dit Kwasi Mamadou. 7h30, ce mercredi 4 septembre, au commissariat du 2e arrondissement de Treichville. Rassemblement de différentes unités de la police nationale. Un seul message transmis aux éléments. La traque au taxi banalisé ainsi qu'au taxi compteur, ne disposant pas de compteur. 10 minutes plus tard, le terrain est investi. Place maintenant aux supplications et justifications. Ils ont volé le compteur. J'ai la déclaration. Bon, moi, comme c'est un peu difficile, donc je dis bon, je vais rouler un peu, le temps de réunir un peu d'argent et puis acheter un nouveau compteur. Arrivé à la gare, il y a vu que les gens sont nombreux à la gare. Ils n'ont pas de véhicule pour les transporter. Donc c'est là, moi, je vais au plateau. J'ai pris des gens pour les déposer. Mais est-ce qu'ils ont payé? Si, en vérité, ils ont payé. Bon, il y en a qui ont payé 800, 500, voilà. Mais la police est formelle. Mise en fourrière de tout véhicule ne disposant pas de documents et de matériel approprié au transport en commun. Cette opération va continuer indéfiniment jusqu'à ce qu'on mette un terme à leur activité, le transport illicite. Alors je leur demande de se mettre à jour. Il y a une seule chose à faire. Ou ils rentrent dans la catégorie des véhicules qui sont à jour et ils peuvent circuler tranquillement dans les différentes communes d'Abidjan ou carrément ils se retirent du transport. Si cette mesure vise à assainir le milieu du transport, elle ne s'applique sans désagrément. On a déjà payé nos transports, bon, on arrive ici, il se trouve que le camion a un problème de papier. Depuis le matin on est là, bon, nous sommes déjà en retard. On ne sait pas comment on va faire, mais on attend qu'une solution soit trouvée. D'habitude je sors de la maison, je prends un wara ici à 100 francs. Je descends à la gare de Bassam, de là-bas, je prends un wara de Vredi pour aller au port. Bon, aujourd'hui, depuis que je suis sorti là, ça fait 2 heures de temps, je suis arrêté là. Il n'y a pas de wara pour m'envoyer à la gare. Pour cette première journée, ce sont plus de 100 policiers qui ont été mobilisés. Démarrés dans les communes de Treichville et du Plateau. L'opération va s'étendre à toutes les communes du district d'Abidjan. Le séminaire sur le bilan et les perspectives du régime d'entreprise franche de transformation des produits halieutiques qui a commencé lundi dernier à Yamoussoukro a pris fin hier mercredi à la Fondation Félix Soufouette-Boigny pour la recherche de la paix. Il a été recommandé entre autres l'application effective des dispositions relatives à l'abattement de 50% sur les facteurs de production consentis aux entreprises franches et celles relatives aux exonérations fiscales. Hugues Hervé Blé était à Yamoussoukro pour RTI 1. Au-delà du bilan du régime d'entreprise franche de transformation des produits halieutiques, l'atelier de Yamoussoukro avait pour préoccupation l'amélioration de son cadre juridique. Des propositions ont été faites au gouvernement relatives pour certaines aux avantages et incitations accordés aux entreprises concernées par le régime. Entièrement satisfait de la prise en compte de nos préoccupations, notamment la parafiscalité, et la prise en compte des facteurs, du remboursement des facteurs de production. Les propositions faites ont également porté sur les procédures douanières et commerciales simplifiées et spécifiques à l'importation et à l'exportation en faveur des entreprises. Les entreprises franches ont trouvé que les procédures douanières étaient lourdes. Nous avons attiré aussi leur attention sur tous les efforts qui ont été faits, qui sont faits quotidiennement par la douane en vue de leur permettre de travailler sans entrave, telle que la création d'un bureau de régime franc,
Fini la rencontre de Yamoussoukro, la mise en application de ces recommandations est une préoccupation pour son initiateur, le ministère des Ressources animales et halieutiques. Le séminaire a trouvé bon de mettre en place, disons, une plateforme au sein de laquelle, aussi bien l'administration, la douane et les opérateurs peuvent avoir un plateau de discussion pour voir comment est-ce qu'on peut arranger tel ou tel aspect dans le régime franc. Le séminaire qui a vu la participation du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani, a réuni pendant 3 jours des représentants des ministères, d'entreprises et de structures impliquées dans la mise en œuvre du régime d'entreprise franche de transformation des produits halieutiques. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, par l'entremise du ministère du Pétrole et des Mines, vient de signer 2 contrats de partage de production d'hydrocarbures avec un groupe pétrolier. Objectif de la signature de ces 2 contrats, rendre le secteur de la production des hydrocarbures encore plus dynamique. L'ONUCI, l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, s'engage auprès du ministère de la Communication pour construire une presse libre et responsable en Côte d'Ivoire. La première responsable de l'ONUCI, Aïchatou Mendaoudou, a échangé sur le sujet avec la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine. Témoin au RTI1, Fatou Fofana. La communication est au centre de la mission de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. C'est en cela que réside toute l'importance de cette première rencontre entre la patronne de l'ONUCI et le ministre ivoirien de la Communication. Il est question pour Aïchatou Mendaoudou de poursuivre cette mission en accompagnant la Côte d'Ivoire en reconstruction pour la professionnalisation de sa presse. Une presse responsable, une presse respectueuse de la déontologie et de l'éthique est la base de toute l'armature démocratique et le développement démocratique dans un pays. Et c'est pour cela que le Conseil de sécurité a donné comme mandat premier à l'ONUCI d'accompagner les autorités ivoiriennes dans la reconstruction, entre guillemets, si vous me permettez le terme, d'une presse libre, d'une presse responsable, d'une presse qui respecte l'éthique et qui respecte la déontologie. Une presse respectueuse de la déontologie et responsable, c'est également le combat du ministre de la Communication. Une presse beaucoup plus professionnelle qu'elle ne l'est. Nous sommes en train d'y aller et dans les mois et dans les années à venir, je pense que nous aurons donc une presse ivoirienne qui sera digne donc de ce pays. Et c'est dans ce cadre-là que justement les Nations Unies nous appuient. Maître Afoussiata Bamba Lamine s'est dite ravie de cette rencontre qui, selon elle, est le présage de la poursuite et du renforcement de l'excellente coopération entre son ministère et l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Les responsables du groupe Fraternité Matin ont animé hier une conférence de presse pour se prononcer sur l'un de leurs produits, Fratmat Mobile, qui existe depuis 2 ans. Ils ont relevé des imperfections qu'ils entendent corriger très rapidement. Francis Boifo. Fratmat Mobile est un service du groupe Fraternité Matin permettant aux abonnés de recevoir des alertes et de consulter l'actualité nationale et internationale via le téléphone portable. Les Ivoiriens ont soif d'informations. Ils ont soif de savoir ce qui se passe dans leur pays, mais dans le monde autour d'eux. Et donc nous avons imaginé ce produit-là, compte tenu de la grande pénétration du téléphone mobile. On s'est dit, on peut apporter l'information aux Ivoiriens par ce biais-là. Et ça marchait très vite. 2 ans après la mise en place du service, Venance Conan, le directeur général du groupe Fraternité Matin, dresse un bilan. Souvent quand il y a une grosse information, tout le monde se rue sur le Fratmat Mobile et ça crée un embouteillage. Donc ça c'est le problème qu'on a et quand ça crée l'embouteillage, ça bloque. Bon, avec d'autres partenaires, on y travaille tous les jours pour améliorer. Il y a les difficultés liées à la collecte de l'information, ce n'est pas tous les jours qu'on a accès à l'information. Fratmat Mobile, c'est l'actualité par les rubriques. La politique internationale, l'économie, la société, le sport et la culture, l'emploi, l'opinion et les blagues. 2 ans après le lancement, le service Fratmat Mobile enregistre plus de 200 000 abonnés qui ont effectué 4 millions de consultations. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, la première étape de l'investiture du nouveau président du Mali, Ibrahima Boubacar Keïta, a eu lieu hier à Bamako, au Centre international de conférence. Il a juré devant Dieu et le peuple malien de remplir ses fonctions dans l'intérêt supérieur du Mali.
suprême. C'est à la télévision nationale que les 15 millions de Maliens ont suivi en direct ce grand moment de l'histoire de leur pays. Devant la Cour suprême, réunis pour la circonstance au Centre international de conférence de Bamako, Ibrahim Boubacar Keïta prête serment. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Après avoir reçu les insignes de Grande Croix de l'Ordre national du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta devient officiellement le président de la République. Dans son discours d'investiture, Ibeka exprime son indignation à la suite des inondations qui ont fait il y a quelques jours à Bamako une trentaine de morts. L'occasion d'annoncer sa première grande décision. Une enquête approfondie devra établir, sans tarder, toutes les responsabilités à l'origine de cette tragédie. Il en sera désormais ici, il en sera désormais ainsi en République du Mali. Un peu plus tôt dans la matinée de ce mercredi, Ibrahim Boubacar Keïta avait reçu symboliquement des mains du président de la transition Diane Kounda Traoré les clés du palais de Koulouba, le palais dont il devient le locataire pour les 5 années à venir. Le président malien a donc effectivement pris fonction depuis hier. Différents défis l'attendent: préserver les acquis démocratiques du Mali, garantir l'unité nationale et poursuivre le processus de développement de son pays. Laurent Banga. Le nouveau locataire du palais de Koulouba, Ibrahim Boubacar Keïta, a du pain sur la planche. Parmi les dossiers les plus urgents, Ibeka doit s'attaquer à l'épineuse question du Nord et le problème des groupes armés Touareg à Kidal. Il va s'agir du désarmement et de l'intégration des rebelles dans l'armée. Le président nouvellement élu doit aussi travailler à la reconstruction d'une armée républicaine. C'est un enjeu majeur pour la reconstruction nationale. La situation actuelle de l'armée malienne est à l'image du pays. Sur le plan humain, le conflit a porté un coup à la cohésion sociale au sein des institutions qui composent le système de défense et de sécurité malien. Le constat est celui d'un Mali avec une armée ruinée, aussi bien sur le plan matériel, moral qu'humain. Le président devra aussi s'atteler à réconcilier les Maliens, un défi majeur après 18 mois de crise qui ont fortement ébranlé le tissu social malien. Autre défi, la reconstruction économique du Mali. Cette économie, qui reste d'ailleurs l'une des plus fragiles au monde, a été davantage touchée par les crises que le Mali a traversées. Plusieurs autres grands dossiers attendent le président malien: la bonne gouvernance, le redressement de l'école et surtout le chômage des jeunes. Au total, le peuple malien attend beaucoup de son président. Mais pour faire face à ces nombreuses préoccupations, Ibeka peut compter sur l'appui de la communauté internationale qui a promis une aide massive de plus de 3,2 milliards d'euros au Mali. Et pour la communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire, Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka est l'homme de la situation. Il va régler définitivement les problèmes du nord du pays où les populations se sentent exclues. Kadissou Maoro, Francis Boifo. Ce n'est pas seulement qu'on l'a pris comme ça, il connaît bien le terrain aussi. Parce qu'il a été Premier ministre, il a été ministre des Affaires étrangères, il a été président de l'Assemblée, et maintenant il est président de la République. Donc nous souhaitons quand même que tout ce qu'il a avec tous ces atouts-là, il peut bien diriger le Mali. Il n'y a jamais eu un président qui est élu au Mali avec 77%. C'est la première fois qu'il s'est fait. Ça montre déjà que Ibrahim Keïta a fait la popularité du Mali. Je crois beaucoup à la nouvelle ère pour le Mali. Comme je l'ai dit, avec toutes ces expériences accumulées, c'est l'homme qu'il faut pour le Mali actuellement. Nous sommes satisfaits, mais d'abord, on peut remercier la Côte d'Ivoire d'abord. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui a fait un effort pour qu'on puisse arriver à ce stade-là. Grâce à notre président, bon président, M. Alassane Dramane Ouattara. Nous vous le disions dans nos titres en Afrique du Sud, les mineurs marquent de nouveau un arrêt de travail. Ils revendiquent de meilleures conditions de travail et une revalorisation salariale.
Les mines d'or sud-africaines de nouveau paralysées par un mouvement de grève. Les négociations annuelles pour les salaires ont échoué mardi. Le syndicat national des mineurs réclame une hausse de salaire d'au moins 15%, mais le patronat ne veut pas aller au-delà de 7%, soit 1 point au-dessus de l'inflation. Le syndicat des mineurs, débordé par sa base lors des grèves sauvages de 2012, entend cette fois-ci restaurer sa crédibilité. Nous devrions être en mesure de mener une grosse grève dans le secteur des mines. Malheureusement, ce mouvement aura des conséquences économiques. Mais clairement, les salaires sont insuffisants dans ce secteur d'activité. C'est pourquoi je pense que cette grève est nécessaire. Du côté des multinationales, on se plaint d'une baisse de compétitivité des mines sud-africaines due aux multiples grèves et à des filons de minerais désormais moins accessibles. Premier producteur de métal jaune jusqu'en 2007, l'Afrique du Sud est aujourd'hui reléguée à la 5e place. Le secteur des mines est vraiment dans une situation angoissante. Les investissements dans les mines sud-africaines ont été retardés. L'agitation sociale dans le secteur est permanente. Ce n'est pas bon pour l'avenir à long terme de l'industrie minière sud-africaine. Le gouvernement, inquiet, appelle au dialogue, chaque jour de grève faisant perdre des dizaines de millions de rand à l'État sud-africain. Pour le gouvernement, l'important c'est que les deux parties trouvent un compromis acceptable le plus rapidement possible, car nous savons que toute grève prolongée aura un impact important sur notre économie. Les travailleurs de l'automobile et du bâtiment sont également en grève. Les syndicats demandent des augmentations de salaire de 10 à 13% pour 2013. Les négociations se poursuivent. Le sommet du G20 s'ouvre ce jeudi en Russie. Plusieurs questions seront abordées par les présidents et chefs de gouvernement de ces pays, entre autres la résolution de la crise syrienne. Des pays africains participent à ce sommet, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Sénégal. Parlant de la crise syrienne, le président russe Vladimir Poutine a soutenu hier qu'il accepterait une action en Syrie s'il y a des preuves convaincante de l'usage d'armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad contre son peuple. En route pour Saint-Pétersbourg où il doit participer jeudi et vendredi au sommet du G20, Barack Obama a effectué une escale de 24 heures à Stockholm. Déterminé à sanctionner le régime syrien pour usage d'armes chimiques, le président américain devrait au cours et en marge de ce forum international tenter de rallier le plus d'États possible à une coalition, comme il s'est efforcé ces derniers jours de convaincre élus et hauts responsables politiques américains de voter à partir du 9 septembre en faveur de sa stratégie. J'ai décidé que l'Amérique devait agir, mais je crois que nous serons bien plus efficaces et plus forts si nous agissons ensemble comme nation. En dépit d'une opinion américaine à 60% défavorable, les secrétaires d'État et à la Défense étaient chargés, eux, de clarifier devant le Sénat les objectifs d'une telle action. Nous ne voulons pas partir en guerre. Nous n'envisageons pas de partir en guerre au sens classique de prendre des troupes américaines et de les envoyer à la guerre. Le président a demandé aux autorités de mener une action limitée pour diminuer les capacités d'un tyran qui utilise des armes chimiques pour tuer son propre peuple. En marge du G20, Barack Obama rencontrera en tête-à-tête le président français François Hollande, seul partenaire déclaré jusque-là, ainsi que les dirigeants chinois et japonais, mais pas russes. À la veille de l'ouverture, Vladimir Poutine, principal allié de Damas, a ébauché un changement de cap. Il réclame toujours des preuves contre le régime syrien, mais n'exclut pas une action militaire sous couvert de l'ONU si elles étaient convaincantes. Rappelons pour terminer que le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara est parti en France ce jeudi où il va assister à l'ouverture des 7e Jeux de la francophonie à Nice qui vont se dérouler du 6 au 15 septembre. 300 compétiteurs de 75 pays seront à ces Jeux. En marge de ces Jeux, le président Ouattara aura un entretien avec son homologue français François Hollande. Rappelons par ailleurs que les prochains Jeux de la francophonie se tiendront en 2017 ici en Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur RTI 1.